notre orateur de ce soir, qui est Nicolas Rousselier, maître de conférence à l'Institut d'études politiques. C'est, je le dis, indépendamment de notre amitié, que c'est l'un des meilleurs historiens de sa génération dans le domaine de l'histoire politique au sens le plus sérieux du terme. Bon, il n'a pas la notoriété qui devrait aller de pair avec ses qualités, mais les historiens les plus sérieux et les plus originaux ne sont pas nécessairement ceux dont les ouvrages encombrent en piles élevées les librairies, même les librairies du quartier, qui sont destinées théoriquement à une clientèle cultivée. Alors je connais Nicolas Rousselier depuis longtemps. Je ne suis pas arrivé à préciser exactement si c'est dans l'année 89 ou dans l'année 90. Je me souviens que c'était dans le cadre de l'Institut d'histoire du temps présent, et nous nous sommes retrouvés ensuite assez longuement dans une agréable station balnéaire des Pouilles en Italie, où mon ami, qui n'était pas encore le sénateur Quagliariello, avait organisé une université d'été qui a été une pépinière de jeunes historiens qui occupent aujourd'hui souvent des positions éminentes dans les facultés. Alors Nicolas Rousselier a commencé à travailler, c'était un mémoire de maîtrise sous la direction de René Raymond, qui est notre maître à tous, soit directement, soit indirectement par des filiations diverses. Vous savez que j'ai fait ma thèse sous sa direction. Bon. Ensuite, il a fait une thèse sur le Bloc national, la Chambre du Bloc national, qui a été publiée sous le titre « Le Parlement de l'éloquence », sous la direction de Serge Bernstein, qui était une thèse très originale, qui était la première tentative d'abord de reprendre l'histoire du Bloc national, qui jusqu'ici avait été beaucoup négligée. Les années 30 avaient été privilégiées dans la recherche historique pendant longtemps par rapport aux années 20, et la Chambre du Bloc national, 1919-1924, qui s'est terminée par une défaite électorale en rase campagne, était particulièrement négligée. Et là, Nicolas Rousselier a élaboré une méthodologie tout à fait originale, à la fois historique, juridique et de sciences politiques, sur les phénomènes de majorité, comment les majorités se font, se défont, quelles sont exactement à un moment donné ou sur une durée un peu plus longue leur étendue au sein d'une assemblée, et quel est leur type de lien avec le gouvernement qui est en place. C'est quelque chose naturellement qui nous est très éloigné aujourd'hui, où il y a des majorités relativement stables sous la Ve République, encore qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a du côté de l'actuelle majorité de temps en temps, disons, des défaillances, ou en tout cas des tensions, mais enfin, bon, cette époque est une époque théoriquement révolue, mais il faut bien être conscient que dans l'esprit des constituants de 1958, et en particulier de Michel Debré, c'est des choses qu'ils avaient présent à l'esprit. Et tout l'arsenal qui est mis en place dans cette Constitution, notamment à l'initiative de Michel Debré, procède du dessein réfléchi et délibéré de porter remède à des situations de ce type, car il y en a quelques-uns, peu imaginent
en 1958 lors de la phase d'élaboration de la Constitution que cette Constitution vivra avec des majorités stables et cohérentes. Ça s'est produit beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait, mais les auteurs de la Constitution de 1958 ne pouvaient pas imaginer clairement une situation de ce genre. Après quoi, Nicolas Rousselier a repris dans un climat intellectuel qui n'était pas tellement porteur, car l'histoire politique et l'histoire institutionnelle n'étaient plus à la mode, ou étaient de moins en moins à la mode, a repris ce chantier. D'où, en 2006, ce que l'on appelle un mémoire ou parfois une thèse d'habilitation qui permet de se porter candidat à un poste de professeur des universités sous le titre un peu austère du gouvernement de guerre au gouvernement de la défaite, les transformations du pouvoir exécutif en France, 1913 ou 1940, ouvrage qui est ici présent, que je connais bien parce que Nicolas avait eu la gentillesse de me demander de participer à ce jury de thèse. Cet ouvrage va être publié incessamment au mois de mai, je viens de dire, sous le titre La force de gouverner. Voilà, la force de gouverner, du pouvoir exécutif. qui sera quelque chose de quasiment exhaustif. J'espère que, Nicolas, que vous n'avez pas trop souffert dans cet exercice difficile qui est à la demande des éditeurs de raccourcir et parfois, hélas, de simplifier. Ce qui, dans votre cas, ne devait certainement pas être facile, tellement vous avez une pensée complexe. J'ai dit complexe, je n'ai pas dit compliqué. Et donc, rapidement, et avant de passer tout de suite la parole à Nicolas, je voudrais dire que c'est quelque chose de vraiment neuf, à la fois pour les historiens, les politistes et les juristes, car c'est une étude qui tente d'opérer la jonction entre le mouvement des idées, et notamment tout ce mouvement que l'on appelle le mouvement en faveur de la réforme de l'État, dont la Ve République est l'un des points d'aboutissement. D'autre part, les transformations effectives, en deuxième long, de l'État. En particulier, pour prendre un seul exemple qui a retenu longuement votre attention, de l'organisation de la présidence du Conseil et du rôle de la présidence du Conseil qui, avant 1913, est loin. Et vous savez que le président du Conseil n'est même pas nommé dans les lois constitutionnelles de 1875. C'est une sorte de squatter dans l'édifice institutionnel initial, et il n'existe pas, sinon un peu fugitivement de temps en temps, en particulier à l'époque de Vallée-Rousseau, il existe un président du Conseil, mais il n'existe pas une présidence du Conseil. Or, à l'issue de toutes ces transformations, c'est-à-dire à la veille de la Seconde Guerre mondiale, il existe bel et bien une présidence du Conseil. Il faut savoir que le général de Gaulle a été témoin à la fois de ce mouvement d'idées, on en parlera tout à l'heure, on en a déjà parlé avec l'intervention de Jean-Félix de Bujadou la dernière fois, et en même temps, à un niveau qui était modeste, l'un des acteurs de cette transformation, puisqu'il a été une importante responsabilité comme secrétaire au sein du Conseil supérieur de la défense nationale, et qu'il a été un proche de Paul Reynaud lors d'une partie de ce gouvernement de guerre au printemps 1940, avant la débâcle. Et puis,
En troisième lieu, la pratique politique effective, indépendamment des transformations institutionnelles, c'est-à-dire la façon dont les formations politiques et les dirigeants politiques, notamment ceux qui ont accès à des responsabilités, ont essayé de mettre en œuvre, je dirais, au quotidien de l'action gouvernementale et de la vie parlementaire, des méthodes nouvelles en vue de répondre à ce qui était devenu une crise manifeste de fonctionnement de la République parlementaire en apportant des réponses qui étaient des réponses de nature différente. Voilà, j'en ai trop dit. Mon cher Nicolas, vous avez la parole. Et ensuite, c'est Frédéric Fogassi qui connaît très bien cette période et qui est le directeur des études et de la recherche de la Fondation, qui sera le discutant. Ce qui veut dire, je le précise parce que l'année dernière, tout le monde n'avait pas très très bien saisi cette pratique de nos séminaires de recherche. Ça veut dire qu'il a un privilège particulier à la parole, un peu comme s'il était un président de commission dans une enceinte parlementaire. Allez, vous installez, mon cher Nicolas, pour être dans l'axe, puisque tout ceci, avec votre assentiment, est filmé, c'est ça? Oui, filmé. Voilà. Et l'intervention sera mise en ligne sur le site de la Fondation pour ceux qui auraient manqué la séance jusqu'au prochain séminaire. Bien, bonjour à tout le monde. Je voudrais commencer par remercier le professeur Le Béguec et notamment les paroles certainement trop élogieuses qu'il a bien voulu prononcer, et puis remercier la Fondation pour cette invitation. Alors, je m'intéresse aux transformations du pouvoir exécutif en France, et c'est bien sûr, quand on s'intéresse à ce sujet, que l'on rencontre la personne du général de Gaulle. Le contraire serait un peu étonnant. Et c'est en particulier dans la période de ce qu'on peut appeler la dernière phase de la Troisième République que j'essaye de situer les origines de la pensée constitutionnelle du général de Gaulle. Alors, cette période de la Troisième République, notamment les années 1930, a évidemment une mauvaise image, car c'est une période qui se termine mal avec la défaite de 1940. La défaite de 1940 a servi abondamment dans les livres d'histoire, mais notamment, je pense, aux ouvrages de droit constitutionnel, à la pensée constitutionnelle après 1940. Cette défaite a servi abondamment comme preuve supposée du caractère négatif de la Troisième République, du caractère les défauts de la Troisième République ou de son obsolescence. Pourtant, c'est dans cette période, je parle ici des années 30, mais je remonterai aussi aux années 20 et à la Première Guerre mondiale, c'est dans cette période troublée, largement dramatique, que les renouvellements les plus importants se font. Et ce sont des renouvellements de la pensée politique, militaire, et ce sont des renouvellements des pratiques. Donc il se passe beaucoup de choses avant 1940, avant 1958, aussi bien dans la conception des idées que dans la mise en pratique. La période donc est une période de renouvellement, et ça correspond à la période de vie adulte du général de Gaulle. Disons, c'est la période que je vais étudier avec vous aujourd'hui, la période du futur général de Gaulle, entre 1910 et 1940. C'est les deux dates qui vont servir de repère entre donc le début de ces changements et puis la défaite de 1940. Les historiens le savent bien, la décennie, et Gilles Le Béguec l'a rappelé, la décennie des années 1930 est marquée par ce débat à la fois connu et mal connu, je dirais, ce grand débat sur la réforme de l'État. C'est un débat et une étude que j'avais d'ailleurs fait dès l'époque de mon mémoire de maîtrise
à Nanterre sous la direction de René Raymond, puisque j'avais étudié le rôle d'André Tardieu, la place qu'occupait André Tardieu dans le débat sur la réforme de l'État. C'est un débat important qui ne se limite pas simplement à une révision de la Constitution, ce n'est pas simplement une liste de propositions de révision, mais c'est un ensemble d'idées, une transformation globale qui intéresse ce que l'on appelle en sciences politiques, c'est le jargon que l'on utilise, ce que l'on appelle la transformation des processus de décision. Le modèle de processus de décision change dans les années 30, à partir des années 30. Ça, c'est l'aspect qui est bien connu. L'autre aspect auquel je me suis intéressé plutôt récemment, c'est que, en parallèle avec le débat sur la réforme de l'État, les années 1930, mais aussi une partie des années 1920, est une période cruciale pour une réforme militaire. Au fond, la République change de deux manières. Elle change par le politique, mais elle change aussi par le militaire. Il y a des transformations de l'appareil militaire et des transformations de la conception de l'appareil militaire. Par exemple, je vais en parler avec plus de détails tout à l'heure, c'est dans cette période qu'il y a l'émergence du modèle de défense nationale, c'est-à-dire la pensée d'une défense nationale, mais aussi la pratique avec un ministère de la défense nationale qui fait converger, et ça n'est pas facile, qui fait converger les trois armées, les deux principales, la terre et la marine, et la troisième, récemment créée, l'armée de l'air. Donc ce que je vous propose dans cet exposé, c'est plus une hypothèse de travail, c'est une proposition au sens strict du mot, proposer de relier la réforme politique de l'État et la réforme militaire de l'État. Elles ne sont pas séparées. La réforme militaire intéresse l'État, bien entendu, puisqu'il s'agit de réformer un ministère central, le ministère de la Défense. Mais ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'il y a des passerelles, qu'il y a des formes de transfert à la fois d'idées, de concepts et des transferts de pratiques entre la réforme militaire et la réforme politique. Une sorte de transfert de technologie, si on peut utiliser ce terme, entre ce que j'appelle le constitutionnalisme militaire d'un côté et le constitutionnalisme classique, c'est-à-dire la manière de penser la Constitution, qui est la Constitution politique. Mon hypothèse, pour introduire ici le général de Gaulle, c'est que la pensée constitutionnelle, le constitutionnalisme du général de Gaulle est le produit de cette interaction. Il est le produit de ce passage d'une réforme militaire à une réforme politique. Charles de Gaulle est un personnage spécial, vous êtes tous d'accord avec cette proposition, c'est à la fois un militaire et un politique, pas successivement, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'abord été militaire, puis ensuite politique, il était déjà politique quand il était militaire, c'était déjà un écrivain politique quand il publiait des ouvrages qu'on appelle les écrits militaires. Et c'est donc un militaire qui a d'abord été amené à penser la réforme de l'État à travers la réforme de l'armée, à travers la réforme de l'organisation de l'armée. Et il a fait cela avant de penser la réforme politique de la Constitution. Au fond, il a une formation militaire, il n'a pas une formation juridique, il n'a pas une formation de spécialiste du droit constitutionnel. Ce sera largement René Cassin qui lui servira de professeur, entre guillemets, de professeur de droit constitutionnel à Londres, et puis ensuite Alger et Paris. Mais ce qui est intéressant, et j'espère que c'est l'aspect original de cet exposé, c'est d'essayer de voir comment sa future réforme constitutionnelle, discours de Bayeux, 1958, cette future réforme politique, elle est déjà présente dans la manière de penser la réforme militaire. Alors, je voudrais d'abord, dans une première partie, présenter la genèse, les origines communes de ce que j'appelle les deux réformes, la réforme politique de l'État et la réforme militaire.
Pour bien comprendre ce parallèle entre les deux réformes, il faut remonter à une époque qui précède la fameuse décennie des années 30, et on peut même remonter, c'est pour ça que je parlais de 1910, on peut remonter même à l'avant-première guerre mondiale pour voir aussi ce qui se passe au cours de la Première Guerre mondiale. Il y a donc un moment que je pense être assez décisif, qui est ce moment des années 1910 à 1914, notamment 1911-1913, où on peut mettre en parallèle un mouvement vers une réforme militaire qui est centrée sur l'idée d'une unité de commandement, et de l'autre côté, un mouvement qui est un mouvement politique et qui aspire là aussi à une forme d'unité, on pourrait dire unité de commandement, mais une unité politique concernant l'exécutif. Du côté militaire, certainement vous le savez, mais je le rappelle ici, du côté militaire, il y a en 1911, à travers plusieurs décrets, un regroupement des fonctions militaires sous la casquette du futur maréchal Joffre. Joffre, en effet, regroupe sous sa personne des attributions qui étaient jusque-là divisées, puisque la Troisième République avait, jusqu'en 1911, fonctionné par la division des pouvoirs militaires, par une diarchie entre, d'un côté, le chef d'état-major de l'armée, le chef d'état-major général de l'armée, et de l'autre, le vice-président du Conseil supérieur de la guerre. Il y avait donc deux chefs, en fait, de l'armée, deux chefs militaires, l'un et l'autre se faisant concurrence, l'un destiné à préparer l'armée pendant le temps de paix, le chef d'état-major général, et l'autre qui était destiné à prendre la tête de l'armée, à être une sorte de généralissime en cas de guerre. C'était le vice-président du Conseil supérieur de la guerre. Joffre réunit les deux fonctions. Donc, dès 1911, il est à la fois celui qui prépare la guerre, c'est lui qui va élaborer le plan 17, par exemple, mais il devient en 1914 le général en chef, en tout cas le général en chef du principal théâtre d'opération, donc le théâtre d'opération en France, et le commandant du principal groupe d'armée. Donc, on a une tendance qui était tout sauf évidente pour les républicains, pour le pouvoir républicain, une tendance à accepter qu'il y ait un seul chef militaire, avec le risque que cela représente dans la tradition militaire, la peur du sabre, la peur d'un chef militaire, surtout en cas de guerre, qui, en cas de popularité, pourrait transcrire sa popularité pour une carrière politique. Donc c'était un pas qui n'est pas forcément connu du grand public, mais c'était un pas tout à fait remarquable pour les républicains en 1911-1913. D'un autre côté, on a en janvier 1913, le 17 janvier, presque l'anniversaire, le 17 janvier 1913, on a l'élection d'un nouveau président de la République. Bien sûr, vous le savez, il s'agit de Raymond Poincaré. Et cette élection de janvier 1913 apparaît spéciale, elle aussi. Elle est spéciale d'un triple point de vue. D'abord, sans être méchant pour les prédécesseurs, la qualité de l'élu. On peut dire que c'est la première fois depuis Thiers, peut-être même depuis MacMahon, on peut être indulgent pour MacMahon, c'est la première fois depuis longtemps que le président de la République n'est pas un second couteau, si vous me permettez cette expression familière. Poincaré en 1913 est une tête, est un leader, surtout depuis la disparition de Valdez-Crousseau, il est le principal leader des républicains modérés, disons des libéraux français, républicains libéraux. Il est le principal espoir de sa génération. Il devient, à un âge encore assez jeune, il devient président de la République en 1913. La deuxième raison de ce caractère original de 1913, c'est la campagne d'opinion. On assiste en effet à une campagne d'opinion dans les journaux, surtout les journaux modérés, les journaux de droite, qui présentent l'élection de Poincaré comme l'équivalent, un équivalent fictif,
mais un équivalent qui est martelé par la presse, l'équivalent d'une élection au suffrage universel. Donc c'est un point intéressant. D'abord, l'idée que le président pourrait être élu, voire l'idée que le président devrait être élu au suffrage élargi, existe dans le débat politique français en 1913, il existe depuis longtemps, il n'a jamais disparu, y compris chez certains républicains. Et l'autre point intéressant, c'est qu'il y a, en 1913, ce qui n'était pas le cas auparavant, il y a une volonté importante de la presse d'orchestrer l'élection de Poincaré et de la présenter comme l'élu du peuple, qui a donc une légitimité plus grande que celle d'une élection à Versailles par le Parlement, par les deux assemblées réunies. Enfin, troisième élément, c'est le plus délicat à déterminer, y compris quand on lit les notes journalières tenues par Poincaré. Poincaré est un personnage foncièrement prudent, foncièrement légaliste, foncièrement républicain. Donc, il n'a absolument pas un projet, il ne veut pas renverser la table, il ne cherche pas à changer la République. Ça n'est pas du tout son projet. Cependant, je pense qu'il a un projet interne à la présidence de la République, version Troisième République. Il a le projet de redresser par le fait, pas par le droit, il a le projet de redresser morceau par morceau le rôle réel, le rôle effectif du président de la République. Notamment pour les questions de diplomatie. Il était, avant d'être élu président, juste avant président du Conseil, donc il tient et ministre des Affaires étrangères, donc il a en main les dossiers de politique étrangère, il veut continuer à jouer un rôle dans ce domaine, et il veut donc un président actif. Autrement dit, quand il entre à l'Élysée, je dis bien quand il entre, parce qu'il aura l'opinion presque contraire quand il sort de l'Élysée, en 1919-1920, mais quand il entre à l'Élysée, il est optimiste concernant l'évolution possible en interne de la Troisième République. Il ne s'agit pas de faire un président tout-puissant, ce n'est pas du tout l'idée de Poincaré, mais de faire un président actif. Donc on a dans les deux cas, Joffre et Poincaré, on a deux personnages qui représentent peut-être pas une rupture, mais en tout cas une inflexion, oui, un tournant important dans la tradition républicaine. Cette tradition républicaine se méfiait comme de la peste du pouvoir personnel, elle le fera bien sentir plus tard contre De Gaulle, mais en 1911-1913, il y a un moment, il y a ce qu'on peut appeler un moment, soit 1911, soit un moment 1913, où par rapport au bruit de bottes, par rapport à la perspective de la guerre, il y a l'acceptation d'une unité du pouvoir, une nouvelle conception du pouvoir, autant militaire que politique. Il y a donc ce que j'appellerais volontiers, à partir de ce moment 1910, un néo-présidentialisme qui, bien sûr, s'explique par ce qui est déjà une crise, ou en tout cas une remise en cause de la République parlementaire, mais qui apparaît à ce moment-là comme une solution. On peut faire l'hypothèse ici que ce moment 1910 a une influence directe sur le jeune Charles de Gaulle, 20 ans, sur le jeune Charles de Gaulle et sur les origines de sa conception présidentielle future. Pourquoi ? Parce que ce nouveau modèle présidentiel, il n'est pas pensé depuis l'extérieur de la République, il ne vient pas d'une pensée du nationalisme anti-républicain, ça n'est pas un président tel que l'avait rêvé Boulanger, ou tel que le rêve une partie du nationalisme, c'est une pensée qui vient de l'intérieur des rangs républicains. Poincaré est un républicain de gauche, si on prend la terminologie de l'époque. La laïcité le sépare de la droite. Donc, il y a dans les rangs des républicains une pensée possible pour, si vous voulez, améliorer le rôle du président de la République. Donc, c'est un point important pour Poincaré et ensuite pour Millerand quelques années après. On sait d'ailleurs dans les écrits de De Gaulle que De Gaulle a plutôt une bonne image, voire même une très bonne image de Poincaré, et notamment du rôle que Poincaré a joué pendant la Première Guerre mondiale. On dit toujours De Gaulle-Clémenceau,
Ça, c'est ce qui est connu du grand public. Il ne faut pas oublier qu'on voit à plusieurs endroits De Gaulle crédité de la victoire de 1918. Bien sûr, il crédite Clémenceau, mais il crédite aussi largement Poincaré. Alors, je pense que ça, c'est un moment important parce que on peut estimer que ce personnage d'un président de la République, à la fois républicain mais actif, et qui permet de rénover la fonction présidentielle, a probablement démonétisé, ou si vous me permettez l'expression, ringardisé, le personnage du monarque de la monarchie traditionnelle. Alors c'est une hypothèse, mais il me semble que le jeune de Gaulle a pu trouver dans ce portrait, un portrait qui est encore flou, je vous l'accorde, mais le portrait d'un président actif et républicain, quelque chose qui lui permet conceptuellement de rompre avec la tradition monarchiste, royaliste, qui est encore forte dans sa famille. On le voit aussi dans les réflexions que De Gaulle, les réflexions célèbres que De Gaulle développe en bilan de la Première Guerre mondiale, des réflexions qu'il a pu élaborer dans son temps de prison, de prisonnier de guerre entre 1916 et 1918. Le fait qu'il souligne, je cite par exemple, qu'il souligne à Paris comme à Berlin, à Vienne comme à Londres et Pétrograd, on cherche l'homme d'État capable par son intelligence et sa volonté d'assurer la conduite générale d'une guerre aussi complexe. Donc il y a la préoccupation de trouver quelqu'un qui assure la conduite générale de la guerre. Et ce qui me semble intéressant dès ce moment-là, dans l'évolution de la pensée de Gaulle, c'est que ce personnage ne peut pas être le roi, ne peut pas être le monarque traditionnel. Par exemple, De Gaulle a des mots très sévères, très mordants, sur le rôle que jouait Guillaume II. Probablement qu'il aurait eu des mots mordants aussi sur le rôle de Victor Emmanuel, des différents monarques. Donc, ce rôle ne peut pas être joué par un monarque, surtout quand c'est un monarque constitutionnel, qui a des pouvoirs symboliques, mais des pouvoirs qui ne peuvent pas embrayer sur l'opérationnel, sur le pouvoir réel. Donc ce personnage, c'est un civil. Ce n'est pas non plus un militaire dans la pensée de De Gaulle, et c'est pour ça que dans plusieurs écrits, De Gaulle peut faire l'éloge de leaders politiques qui ont mené une guerre. Cette recherche de la personne qui est capable d'être le conducteur de la guerre. Et ce terme de conducteur, c'est un terme que De Gaulle va encore utiliser plus tard, y compris dans une première version de la Constitution de 1958, qui a été enlevée parce que le mot conducteur pouvait faire penser à dictateur. C'est le mot qu'on utilise en Roumanie, par exemple. Conducator. Donc c'était peut-être pas d'un très grand opportunisme d'opinion publique. Mais la pensée de Gaulle, plus que le terme d'arbitre, d'un arbitre qui se contente de mettre des cartons jaunes ou des cartons rouges, plus que le concept d'arbitre, le vrai concept de Gaulle, c'est le concept de conducteur. Donc celui qui peut conduire la politique en même temps que conduire une guerre quand il y a une guerre. Donc je disais, il y a des éloges que l'on peut trouver à plusieurs endroits des écrits de Gaulle. Éloge de Gambetta, éloge partagé, certes, mais il dit de Gambetta, le Gambetta bien sûr du gouvernement de la défense nationale, alors il lui reproche d'avoir commis des erreurs, évidemment, il n'avait pas d'expérience militaire, mais Gambetta a pour lui, je cite, d'avoir personnifié devant l'histoire le sursaut de la patrie. Et, je cite encore, il a su exercer l'empire d'une personnalité puissante. Donc finalement, même un mauvais leader en termes de connaissances militaires, il accède à l'histoire, il accède au rang de personnage historique parce qu'il a réuni sur sa personne celui qui conduit la guerre. C'est le cas de Gambetta, c'est le cas de Poincaré et de Clémenceau, je disais tout à l'heure. C'est aussi le cas, en tout cas, on sait aussi qu'il a porté son intérêt dans les années 1920 et les années 1930 sur deux personnages qui jouent un rôle important dans la pensée d'une réforme de l'État. André Tardieu, c'est une lettre qu'il écrit à son père sur le bateau qui l'emmène à Beyrouth.
en 1929, et il parle de Tardieu, parce que Tardieu vient d'être nommé président du Conseil. Et Tardieu, à ce moment-là, porte un certain espoir de renouveau de la République par un exécutif fort. Et bien sûr, c'est le personnage de Paul Reynaud dans les années 30. Alors, si on prend maintenant la période de la Première Guerre mondiale, on peut noter que ce qui s'est passé en 1911-1913, ce n'est pas simplement une question d'histoire des idées, c'est aussi une mise en pratique. Il y a aussi bien du côté militaire que du côté politique des changements qui interviennent pendant la guerre. Alors côté militaire, on le sait, c'est la période dominée par Joffre, celle qu'on a appelée parfois la période de la dictature Joffre, la dictature du grand quartier général, parce que les attributions du grand quartier général, les attributions du chef du GQG sont très importantes. Mais on a aussi du côté politique le rôle qui est joué par Poincaré, en tout cas dans la première partie de la guerre, 1914-1915, ça commence à être plus difficile en 1916 dans la cohabitation avec Briand, et ça devient encore plus difficile en 1917-18 quand Poincaré doit faire face à Clémenceau. Mais il y a un moment, bon, j'oserais dire un moment présidentiel en 14 et en 15, surtout quand Poincaré peut être, en fait on le voit dans la pratique, peut être une sorte de mentor de Viviani. Viviani est quand même assez faible en termes de pouvoir politique, de décision. C'est un formidable orateur, il joue un rôle essentiel pour l'Union sacrée au Parlement, mais disons ce n'est pas un homme de la décision, ce n'est pas un homme d'action. Donc Poincaré joue un rôle très important en 1914-1915. Donc on a une concentration des pouvoirs qui se réalise du côté militaire au profit de Joffre et du côté politique au profit de Poincaré. Ça ne dure pas. C'est un moment, mais qui bute sur des limites. D'abord, côté militaire, parce qu'il y a ce qu'on appelle les crises du haut commandement, qui vont évincer Joffre, et qui vont empêcher de continuer, en fait, la recherche d'un GQG hyper puissant et d'une unité de commandement. L'unité de commandement de Foch à la fin de la guerre, elle est toute relative, elle se fait sur le terrain, mais elle est toute relative puisqu'il est quand même bien tenu derrière par Clémenceau. Du côté politique, le moment présidentiel obtenu par Poincaré ne dure pas non plus. Il y a plutôt, à partir de 1917, un renforcement de la présidence du Conseil, notamment avec Ribot et Painlevé, puis Clémenceau. Et c'est dans cette année 1917 qu'on voit apparaître pour la première fois le secrétariat général, donc une organisation pérenne qui structure la présidence du Conseil, qui fait que la présidence du Conseil existe, et pas simplement le président du Conseil. Secrétariat général à la présidence du Conseil, qui est donc l'ancêtre du secrétariat général du Premier ministre d'aujourd'hui. Après la guerre, le néo-présidentialisme ne disparaît pas de l'horizon, bien au contraire. Il y a l'épisode Millerand, entre 1920 et 1924, qui est marqué notamment par le fameux discours d'Évreux du 14 octobre 1923, où Millerand propose à la fois un renforcement du rôle du président de la République, et aussi il y a l'idée d'un élargissement du collège électoral. Donc il y a deux fers au feu, évidemment c'est complémentaire, le renforcement des pouvoirs dont peut jouir le président, mais pour cela il faut renforcer la légitimité du président par une élection, par un collège élargi. Jean-Félix de Bujadou a aussi travaillé sur cette question. En gros, on peut dire que le programme Millerand n'est pas très éloigné par certains aspects, notamment le collège électoral, de la première version, la Constitution de 58, avant la réforme de 1962. On notera aussi, toujours concernant ce néo-présidentialisme, que les milieux militaires, d'après ce qu'on peut savoir, l'enquête devrait être menée plus dans le détail, mais si on rassemble plusieurs éléments, il semble y avoir chez les militaires aussi cette pensée d'une république présidentielle. Je prends plusieurs exemples. Gallieni, le général Gallieni, dans ses mémoires, le dit, il est républicain, c'est un militaire républicain, il n'a pas de nostalgie monarchiste particulière, mais il veut une république présidentielle. Il veut une république
au sein de laquelle il y ait un pouvoir de commandement. Les militaires veulent trouver dans le miroir de la politique quelque chose qui leur ressemble. Donc, si possible, une unité de commandement. On trouve la même chose chez Joffre, dans ses mémoires. Et aussi chez Foch, l'autre grand militaire de la Première Guerre mondiale. Alors, après la Première Guerre mondiale, le parallèle que l'on peut faire entre les deux réformes, la réforme politique de l'État et la réforme militaire de l'État, trouve une traduction dans de nouvelles structures. La structure la plus importante, et on retrouve le général de Gaulle, la structure côté militaire, c'est celle qui est apparue déjà en 1906, le Conseil supérieur de la défense nationale. Le Conseil supérieur de la défense nationale, qui en fait n'a pas joué un rôle important pendant la guerre, qui était peu réuni, est l'objet d'une mutation. Il mute après la Première Guerre mondiale dans les années 1920 pour former, et Gilles Le Béguec l'a rappelé tout à l'heure, pour former le secrétariat général à la défense nationale, qui est bien connu de vous, puisque le général de Gaulle y joue un rôle, il travaille entre 1931 et 1936, et c'est un élément qui me paraît essentiel. D'autres que moi, avant, l'ont bien souligné, les biographes ont souligné l'importance de ce moment, les historiens spécialistes du militaire ont souligné aussi l'importance de ce moment. C'est un moment important parce que la structure du SGDN, c'est une structure, c'est la première de ce type, de cette nature, c'est une structure politico-militaire. Ce n'est pas une structure réservée aux militaires, c'est une structure de rencontre entre militaires et politiques. On met ensemble des militaires et des politiques, notamment pour penser la défense, le concept de défense nationale, pour penser la réforme du ministère de la guerre, pour penser la convergence, et il y a du boulot, c'est pas facile, la convergence entre les armes, entre les armées, surtout les terriens et les marins, qui ne sont pas connus par l'histoire pour s'entendre spontanément. Donc, il y a tout un chantier qui est développé dès les années 20. Pour ce qui concerne De Gaulle, c'est les années 30. Par exemple, un aboutissement, 1938, c'est la loi sur l'organisation de la nation avec ce concept de défense nationale. On ressent, il y a toute une organisation de la nation à travers donc la loi de 1938. La loi est tardive, mais en fait, un certain nombre de décrets, sous l'égide du SGDN, un certain nombre de décrets avaient déjà été publiés avant la loi de 1938. C'est donc un milieu, en fait, que expérimente le général de Gaulle, à la fois un milieu où il y a des politiques, ou en tout cas des hauts fonctionnaires, et c'est aussi un lieu de pensée, un lieu de conception nouvelle et très, à mon avis, extrêmement moderne. Alors, en parallèle avec la création de Conseil supérieur de la défense nationale, puis SGDN, on a aussi la création d'un organe nouveau du côté politique. Cet organe nouveau, il est apparu en 1917, mais il réapparaît en 1925. D'ailleurs, on retrouve une personnalité intéressante pour cela, c'est la personnalité de Paul Painlevé, qui en 1925 veut renforcer le pouvoir du président du Conseil en créant une présidence du Conseil organisée. C'est le terme technique de l'époque, terme juridique, administratif, la présidence du Conseil organisée. Qu'est-ce qu'on entend par là en 1925 ? C'est tout simplement la possibilité donnée au président du Conseil d'avoir des experts permanents, donc qui ne changent pas avec la personne du président du Conseil, donc c'est différent d'un cabinet ministériel, ce sont des personnes permanentes qui assurent une expertise en matière de statistiques économiques, par exemple, qui assurent une expertise en conseil, je prends un autre exemple, en conseil de politique arabe, de politique d'Afrique du Nord. C'est toute une série d'experts, parfois ça prend la forme d'un commissariat, d'un conseil supérieur, il y a toute une nébuleuse, si vous voulez, toute une constellation de conseils, de commissariats qui commencent à converger vers le secrétariat général de la présidence du Conseil et qui trouvent leur aboutissement dans les années 1930. Chose curieuse, c'est juste une parenthèse, chose curieuse, mais je crois significative,
ce mouvement de modernisation du pouvoir exécutif qui suppose une bureaucratie, qui suppose admettre une nouvelle bureaucratie, a été refusé d'un revers de la main par Clemenceau. Clemenceau, en 1917, n'a pas voulu reprendre le bébé, si vous me permettez l'expression, parce que c'était juste en fait un début, créé par Ribot et Painlevé. En fait, ici on voit un Clemenceau, mais ça n'est pas étonnant quand on connaît Clemenceau, un Clemenceau traditionnel dans la pensée de l'autorité politique. Pour lui, l'autorité politique repose sur l'homme, de préférence lui-même, Clemenceau, et repose sur le cabinet ministériel classique. Son cabinet, il est fort, en tout cas il est composé d'hommes forts, avec Georges Mandel, et surtout côté militaire avec le général Mordac, un personnage tout à fait remarquable par sa pensée politico-militaire, mais aussi par son action. Donc, Clemenceau agit de manière extrêmement classique. Et curieusement, il y a une sorte de, si vous me permettez l'expression, de dégraissage en 1917, à partir de novembre 17, de dégraissage de l'appareil qui commençait à être créé, cet appareil politico-militaire qui était apparu en 1917 et que donc Clemenceau fait disparaître. C'est pour ça qu'il faut attendre 1925, le retour de Painlevé, pour voir réapparaître le secrétariat général. Alors je voudrais maintenant, dans une deuxième partie, parler de cette fameuse décennie, cette décennie largement décisive pour les transformations politiques et militaires, c'est-à-dire la décennie des années 1930. Alors la particularité des années 1930, elle peut d'abord être vue par le fait que les dirigeants politiques sont tous des militaires. Je veux dire par là, à partir d'ailleurs de Tardieu 1929, novembre 1929, beaucoup, ou le plus grand nombre des présidents du Conseil sont des anciens combattants. Ils ont eu l'expérience de la guerre, ils ont eu l'expérience de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a été longue. Ils ont étudié le fait militaire, la chose militaire. Ils ont eu des réflexions diverses sur ce que devait être le commandement militaire, l'interaction entre le commandement militaire et le commandement politique. C'est notamment le cas d'André Tardieu, qui a fait un rapport tout à fait passionnant en 1917 sur comment on peut conduire la guerre en articulant le haut commandement militaire et le pouvoir politique. Ces hommes, pour les citer, ils n'ont pas tous été présidents du Conseil, mais ils ont tous joué un rôle important dans la réforme de l'État, la double réforme de l'État. Maginot, Paul Boncourt, Pietri, Jean Fabry, Tardieu, Flandin, Daladier ou Albert Lebrun. Tous ces hommes donc sont des anciens combattants ou des anciens militaires et ils jouent tous un rôle de cheville ouvrière, de point nodal dans la réforme de l'État côté politique ou dans la réforme de l'État côté militaire. On peut dire qu'on a pour la première fois en France, sous l'expérience républicaine, pour la première fois, on a une génération d'hommes politiques qui connaissent de première main la chose militaire. Ça ne veut pas dire qu'ils la pensent forcément bien, ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément de bonnes idées, mais en tout cas, il y a une connaissance. Et on peut dire aussi, dans une certaine mesure, la même chose des militaires. C'est-à-dire que les militaires, on peut penser à Gamelin, qui était l'un des membres de la Camarilla, l'un des membres de l'équipe Joffre, et donc de l'hyper grand quartier général de 14 à 16, ces militaires ont une expérience du rapport aux politiques. C'est-à-dire qu'ils ont, pour parler plus simplement, et pas comme à Sciences Po, ils ont eu des relations fréquentes, quotidiennes, pour le processus de décision, pour prendre les décisions de concert avec les militaires entre 1914 et 1918, et ça a pu continuer ensuite dans les années 1920. Gamelin est pour cela un excellent exemple. Alors, concernant la réforme elle-même, les deux aspects de la réforme, qu'est-ce qui se passe dans les années 1930 ? On a d'un côté donc une réforme militaire et de l'autre la réforme politique. Alors, le fait militaire est très important dans cette période parce que la réforme politique qui commence dans cette période a
d'après ce que je peux moi-même tirer de mes recherches, la réforme de l'État a eu deux grandes sources d'inspiration pour savoir comment on organise un nouveau gouvernement avec des structures permanentes. Une première source d'inspiration, c'est la grande industrie. C'est comment on organise le gouvernement d'une grande entreprise. Ça s'appelle le management scientifique. C'était des idées qui venaient notamment des États-Unis à travers Taylor, mais il y avait aussi des théoriciens français de cette administration de la grande entreprise, notamment Henri Fayol. C'est tout un mouvement, tout un milieu, souvent de polytechniciens, donc qui connaissent aussi le militaire, qui ont pensé l'administration des grandes entreprises. Les grandes entreprises sont confrontées à un afflux de décisions à prendre, et donc c'est dans le milieu de la grande entreprise qu'on a commencé à penser de manière nouvelle le pouvoir de décision, c'est-à-dire un pouvoir qui devait uniquement se consacrer à l'organisation du pouvoir. Dans une grande entreprise, il y a des ouvriers, des contremaîtres, des ingénieurs, des concepteurs. Il doit y avoir au sommet un chef qui, en fait, se consacre uniquement à la pensée de l'organisation du pouvoir de son entreprise. Et ça, c'est un élément déterminant dans la conception nouvelle qui se fait à la présidence du Conseil, là aussi, notamment en temps de guerre. Il y a un afflux de décisions, il faut pouvoir organiser, il faut tout simplement prendre modèle de l'organigramme qui existe dans les grandes entreprises et le transférer dans cette entreprise politique que devient un gouvernement. C'est ce que j'appelle le gouvernement par organigramme. Mais il y a aussi une deuxième source d'inspiration. Je ne sais pas laquelle est la plus importante, ça reste peut-être à discuter, mais cette deuxième source d'inspiration, elle vient du militaire, c'est le concept de l'état-major. C'est une recherche que je commence, là pour le coup, qui n'était pas dans ma recherche précédente, et c'est une recherche que je souhaite mener en comparaison avec d'autres pays, notamment l'Angleterre et les États-Unis, mais il me semble, déjà d'après les premières lectures que j'ai pu faire, qu'en fait, il y a une très grande modernité dans l'organisation militaire, l'organisation de l'armée, depuis le 19e siècle, notamment dans le modèle prussien, par ce concept d'état-major et par le modèle d'organisation qu'est l'armée avant même les grandes entreprises et qui est un modèle d'organisation qui n'a rien à voir avec les ministères civils. Et je pense que c'est un élément qui a beaucoup aussi influencé la transformation des années 1930. Alors, dans les années 1930, on a donc deux processus de réforme qui commencent, un processus militaire, un processus politique. Du côté militaire, on retrouve le rôle d'André Tardieu, puisque c'est en février 1932, avec comme ministre de la guerre François Pietri, qu'il met en place le premier ministère de la Défense nationale, qui marque la volonté de réunir sous le même toit l'ensemble des armées. Il n'y a pas encore une convergence parfaite, parce que le plus dur, c'est de faire converger les états-majors. C'est-à-dire, le plus dur est de créer une véritable unité de commandement. Le plus dur, ça viendra plus tard, et en fait, seul De Gaulle, plus tard, au début de la Ve République, pourra le faire. Le plus dur, c'est de créer une chaîne de commandement politico-militaire qui soit fondée sur l'unité de la décision politique, donc le président de la République, version Ve République, et qui puisse relier le président de la République jusqu'aux forces opérationnelles. J'allais dire, on voit ça tous les jours dans notre époque avec les opérations extérieures, les fameuses OPEX. Donc cette chaîne de commandement, pour pouvoir la construire, il faut aussi unir le militaire. Et c'est ce qui commence donc dans cette année 1932, même si c'est encore un embryon. Mais il y a, disons, osons le mot, une sorte de nouvelle culture qui se développe à l'intérieur des milieux militaires, ce qu'on peut appeler une culture interarmée ou interarmes. La conscience qu'il est nécessaire dans la guerre moderne de relier les trois armées, et surtout de relier la guerre et la marine, et si possible d'arriver à un commandement, c'est-à-dire un état-major convergent, voire un état-major unifié. Donc, ce moment commence en 1932, il se poursuit ensuite en 1935 au profit de Gamelin.
puisqu'en 1935, Gamelin retrouve le privilège qu'avait eu Joffre en 1911, c'est-à-dire le privilège d'être le patron, d'avoir sous sa seule égide les deux postes, le poste de chef d'état-major général et le poste de vice-président du Conseil supérieur de la guerre. Ce que Gamelin a pu faire de cette nouvel outil, je vous en laisse juge, bien sûr, mais c'est ça le paradoxe. C'est pour ça que, si vous voulez, une histoire politico-militaire est différente de la seule histoire militaire, parce que, pour le coup, Gamelin est un moderne. Gamelin, on peut mettre à l'actif de Gamelin ce succès de la transformation de l'outil militaire. Bien sûr, si on en reste à l'histoire militaire, on ne peut pas dire que Gamelin soit un succès. Bon. Mais vous voyez, donc c'est juste pour vous dire quelle est la différence de ce que j'essaie de faire en historien du politico-militaire par rapport à la seule histoire militaire. Alors, du côté de la réforme politique, on trouve le moment le plus important à la fin de 1934, au début de 1935, avec un personnage pas forcément très connu, pas forcément très reluisant d'ailleurs, mais peu importe, qui est Pierre-Étienne Flandin. Pierre-Étienne Flandin, c'est celui qui a enterré, et c'est un paradoxe, mais la politique est faite de paradoxes, Flandin a enterré la réforme de l'État. C'est-à-dire qu'en 1934, Flandin a trahi ses petits amis de la droite modérée, notamment Tardieu, pour en fait précipiter la chute du gouvernement Doumergue, Gaston Doumergue. 1934, c'est le gouvernement de Doumergue, à la suite du 6 février 1934, avec une mission, que Doumergue d'ailleurs a très mal orchestrée, mais peu importe. La mission du gouvernement de Doumergue était de trouver des remèdes constitutionnels. Pas forcément changer de constitution, mais en tout cas proposer un certain nombre de moyens pour combattre les défauts de la Troisième République. Donc parmi ces moyens, il y avait réhabiliter le droit de dissolution, par exemple, mais il y avait aussi des moyens plus pratiques, notamment renforcer la présence du Conseil. Doumergue est un échec parce que Flandin décide de faire l'alliance assez traditionnelle entre le centre droit et les radicaux. Donc Flandin devient président du Conseil en alliance avec les radicaux. Les radicaux ayant trouvé que Doumergue était allé trop loin dans les propositions de réforme de l'État. Donc ça, c'est ce qu'on connaît, si vous voulez, dans la version traditionnelle de l'histoire politique. La réforme de l'État, c'est-à-dire la possibilité de réviser la Constitution, s'arrête en novembre 1934. Or, ce que l'on sait moins, même si c'est moi ce que j'appelle la petite réforme de l'État, c'est que Flandin a rejeté tout ce qui pouvait être révision de la Constitution juridique, donc il a refusé le voyage à Versailles, mais il va faire ce qui est possible, c'est-à-dire ce qui n'est pas directement constitutionnel. Et il va notamment faire ce que Doumergue avait prévu, ce que d'autres avant lui avaient préconisé, il va faire la réforme de la présidence du Conseil. Et c'est à Flandin que l'on doit le passage, la pérennisation de la présidence du Conseil à Matignon. Matignon, c'était l'ancienne ambassade de l'Autriche-Hongrie, donc a été réquisitionnée, enfin rachetée, un habillage juridique quelconque, peu importe, et qui est devenu, à partir du début 1935, qui est devenu le siège, le lieu de la présidence du Conseil. Dans la pensée de Flandin, c'est, si vous voulez, une réforme de l'État qui ne dit pas son nom, qui apparaît assez matérielle, mais dans la pensée de Flandin, elle était très importante. C'était un processus, en fait, de réforme politique très important. Par exemple, Flandin voulait en faire le lieu même d'incarnation du nouveau pouvoir exécutif. Un lieu où le président du Conseil pouvait recevoir les autres chefs de gouvernement, ou en tout cas des personnalités politiques étrangères importantes. La première personne qu'il reçoit, c'est le comte Ciano, en mars ou avril 1935.
Donc il y a vraiment la volonté aussi de médiatiser Matignon, d'en faire le lieu qui va incarner le renouveau du pouvoir exécutif en France. Alors ça ne marche pas forcément très bien pour Flandin. Flandin est victime de ces changements de majorité constants sous la Troisième République. Mais ce qui est intéressant, et ce qui est très important, c'est que le projet Flandin, il est repris, sans que ce soit crié sur les toits, bien sûr, il est repris par la gauche. Il est repris en 1936 par Blum, qui lui-même avait ses propres idées organisationnelles sur la présidence du Conseil, et Blum va en fait doubler aussi bien le nombre de conseillers, le nombre de commissions expertes qui sont maintenant logées en permanence à Matignon. Matignon devient le lieu de l'interministériel, c'est-à-dire d'un pouvoir qui pense la coordination des ministères. Là aussi, il y a du boulot, c'est pas facile. Il y a la tradition de, je dirais, de piliers administratifs qui sont rivaux les uns par rapport aux autres. Donc, la présidence du Conseil commence ce travail, en 1935, en 1936, ce travail de coordination interministérielle. En fait, on peut dire que c'est à partir de 1935 qu'il y a un gouvernement digne de ce nom. Un gouvernement qui coordonne sa pensée politique et son action politique. Alors, dans cette double réforme de l'État qui intervient dans les années 1930, on retrouve aussi bien du côté militaire que du côté politique des éléments communs qui sont par exemple le recours à des instruments juridiques nouveaux pour le processus de décision, des décrets-lois, des décrets directement issus de lois cadres, qui permet donc au pouvoir exécutif, soit dans la version militaire via le SGDN, soit dans la version civile, qui permet donc au pouvoir exécutif d'avoir une sorte de lien direct vers la décision. Le gouvernement civil réussit de plus en plus à marginaliser le Parlement, c'est notamment le cas, et Gilles Le Béguec avait autrefois fait une étude pionnière sur ce sujet, c'est notamment le cas dans la période de Daladier, où le Parlement, par ses sessions, est de plus en plus réduit, par les sujets que le Parlement est amené à débattre, ce sont des sujets de plus en plus marginaux, alors qu'en 1938-1939, les décisions les plus importantes, plan de réarmement, concept moderne de la politique économique, se font maintenant à Matignon et par un pouvoir de type expert. Alors, De Gaulle dans tout ça, je pense que De Gaulle, certes, n'a pas un rôle de premier plan dans ces années 1932-1939, mais il est tout de même, en fait, placé peut-être au meilleur endroit pour saisir la nouveauté. Et il le fait en élaborant d'une manière de plus en plus précise son concept de conduite de la guerre. En fait, son concept de conduite de la guerre vaut aussi bien pour la conduite militaire que pour la conduite politique. Dans, par exemple, sa note sur la création d'un ministère de la conduite de la guerre, c'est en gros ce projet qu'il va essayer de, si vous me permettez l'expression, elle est un peu désobligeante pour De Gaulle, qu'il va essayer de vendre auprès de différents hommes politiques, et il va réussir, non pas auprès de Blum, mais il va réussir, comme vous le savez, uniquement auprès de Paul Reynaud, parce que précisément, qu'est-ce qu'il propose à Paul Reynaud? Il ne propose pas une réforme uniquement en isolat de l'armée, il propose conjointement une réorganisation de l'outil militaire et une réorganisation du gouvernement civil. Et il propose que tout simplement le militaire retrouve sa place à l'intérieur du gouvernement civil, à travers soit un ministre de la conduite de la guerre, soit le fait que le président du Conseil, ça c'est la version qu'il propose à Reynaud après 1937 et en 1939, que le président du Conseil prenne lui-même en main le ministère de la guerre, la conduite de la guerre, avec l'aide d'un conseiller spécial. C'est un peu l'ancêtre du chef d'état-major particulier, qui existe aujourd'hui auprès du président de la République. Ce conseiller spécial, à l'époque, il prend la forme d'un sous-secrétaire d'État, et c'est De Gaulle qui est nommé sous-secrétaire d'État auprès de la présidence du Conseil au début du mois de juin 1940.
Donc ça, c'est le premier point qui, à mon avis, est le résultat direct de cette double réforme de l'État, c'est que De Gaulle a tiré les marrons du feu, si vous voulez, de cette double réforme, en pensant que la solution venait d'une fusion, d'une interaction de cette chaîne de commandement qui relie un nouveau pouvoir politique fondé sur l'unité de commandement et un nouveau pouvoir militaire. Le deuxième élément aussi, qui me semble très important, c'est que De Gaulle a toujours été préoccupé, pour ne pas dire obsédé, par le caractère opérationnel du pouvoir. C'est intéressant de noter par exemple que dans les écrits militaires, De Gaulle semble être à la fois fasciné par l'organisation militaire, l'état-major, mais en même temps, il est souvent critique à l'égard du risque que comporte un état-major devenant une bureaucratie. La bureaucratie éloigne de l'action. Et vous le savez, De Gaulle a une philosophie bergsonienne ou peu importe, une philosophie de l'action. Voilà. Et donc pour lui, l'obsession, c'est que un pouvoir, s'il a une responsabilité, notamment une responsabilité devant la nation, le pouvoir doit, parce qu'il est responsable, doit avoir une prise directe sur l'action. Ce schéma n'est pas celui d'un président du Conseil classique sous la Troisième République. Un président du Conseil classique, c'est au mieux un chef d'orchestre de la législation qui doit passer par le Parlement. Donc la pensée de De Gaulle, c'est la pensée d'un pouvoir politique qui prendrait modèle sur le militaire pour obtenir ce caractère opérationnel du pouvoir. Ça n'est plus un caractère législatif, ou en tout cas la phase législative devient secondaire, c'est un pouvoir qui doit avoir une prise directe. Et ça, c'est l'autre élément. Vous savez combien De Gaulle, après la guerre, dira, ou pendant la guerre, dira que pour lui, ce qu'il y avait de plus tragique, de plus pitoyable, c'était le rôle d'Albert Lebrun dans la crise de 1940, c'est-à-dire un président de la République qui porte le titre, qui porte une responsabilité symbolique devant l'histoire, devant les Français, et qui ne pouvait ou voulait, c'est un peu les deux, qui ne pouvait rien faire en termes de décision, puisque c'est Gamelin en fait qui verrouillait tout côté militaire, et le pouvoir, le peu de pouvoir qui pouvait exister côté politique, revenait au président du Conseil. Donc, la crise de 1940, elle est intéressante, mais elle est ambiguë. C'est-à-dire que c'est une crise qui sert de contre-modèle, c'est-à-dire De Gaulle, le discours de Bayeux, la Ve République, c'est tout, mais plus jamais ça, plus jamais la situation de 1940 d'un pouvoir politique qui n'est pas articulé sur un pouvoir opérationnel, mais en même temps, ce qui se passait en 1940 depuis plusieurs années, de manière, c'est vrai, chaotique, de manière trop récente, c'est que, en fait, cette réforme politico-militaire que De Gaulle va achever, va mener jusqu'au bout à partir de 1958, elle était déjà à l'œuvre dans ces années 1930 et elle avait déjà reçu une inspiration par les expériences de la Première Guerre mondiale et des années 1920. Voilà, je termine. Merci, un grand merci, mon cher Nicolas, avant de passer la parole à Frédéric Bounessi. Je voudrais simplement argumenter ce remerciement en disant deux choses. D'abord, vous êtes de ceux parmi les historiens qui font l'effort de ne pas répéter ce qu'ils ont écrit il y a 5, 10, parfois 20 ans, même quand c'est excellent. Bon, je ne vise personne. Mais enfin, l'espèce est assez répandue. Deuxièmement, vous n'étiez pas à l'origine un spécialiste de Gaulle et de la genèse de sa pensée. Je vois que dans vos propres recherches sur l'articulation entre le politique et le militaire, vous y étiez naturellement conduit dans cette direction, mais quand même, vous avez fait
l'effort de courtoisie d'adapter votre propos à ce lieu et à ce public, en disant par ailleurs des choses extrêmement perspicaces. Bon, voilà, il fallait le dire. Je vous en remercie. Alors, comme le débat a déjà été lancé, je vais peut-être essayer de restreindre mon propos. Je voudrais juste, en fait, proposer à Nicolas deux séries de remarques. Donc, auxquelles évidemment il pourra réagir librement. Une première série de remarques donc sur le rapport justement entre l'armée et le pouvoir politique, et une deuxième série de remarques donc sur la réforme de l'État qu'il a également évoquée. Alors la première remarque, tu es parti finalement de ce moment 1911-1913, moment où effectivement se met en place cette espèce de centralisation du pouvoir militaire autour de Joffre. Alors peut-être parce qu'effectivement Joffre était un grand officier républicain, franc-maçon, ce qui ne courait pas forcément trop les rues dans l'état-major de l'époque, mais peu importe, on a effectivement un moment en gros, où on a un besoin de rationalisation de la chaîne de commandement, et je serais tenté de faire un parallèle finalement avec ce que le général de Gaulle revit justement dans les années 30. C'est la conclusion de l'armée de métier. À ne voir que les apparences, on pourrait penser, il est vrai, que les conditions dans lesquelles fonctionne aujourd'hui l'État ne laisseraient à personne l'autorité ni le temps de mener à bien pareille entreprise, mais justement, cette paralysie est en train de susciter le désir de guérison. 1000 signes annoncent en effet une prochaine adaptation. Il n'est point de regroupement de partis de consuls qui n'invoquent le redressement, l'ordre nouveau, l'autorité. Nul doute qu'à bref délai, le jeu des institutions n'ouvre la voie aux résolus. Donc peut-être qu'effectivement, si ce moment est un moment clé dans la formation politique du général de Gaulle, il a tendance à le rechercher justement dans les années 30, alors qu'au secrétariat général justement de la Défense, il s'approche du pouvoir, et peut-être une tentation de participer à son incarnation, justement, une espèce de nouveau moment d'autorité. Néanmoins, le rapport finalement entre le pouvoir militaire et le pouvoir politique, je serais tenté de dire que c'est la grande affaire justement des premiers écrits du général de Gaulle, au moins jusqu'aux années 30, et finalement il y a plusieurs lignes de force, à mon avis, qui apparaissent et qui ne sont pas forcément toujours parfaitement cohérentes, ou plus exactement qui deviennent cohérentes qu'à partir de la moitié des années 30. Quelle est la première idée? La première idée, c'est qu'il y a toujours chez les militaires la tentation de déborder le pouvoir politique, et que c'est la source de catastrophe. Ça, c'est la discorde chez l'ennemi. Comment est-ce qu'il explique finalement la défaite de l'Allemagne? Par le fait que l'état-major allemand, petit à petit, a excédé les décisions politiques, que des initiatives justement ont été prises, que les rivalités d'ego entre généraux allemands ont conduit au désastre de la Marne, puis ensuite à la guerre sous-marine et donc à l'entrée des Américains dans le conflit, et que donc finalement la distinction conduite de la guerre, conduite des opérations n'a absolument pas été respectée. La deuxième idée qui apparaît dans le fil de l'épée, c'est qu'être un chef militaire et être un chef politique, justement, ce n'est pas absolument pas la même chose, et que ça ne suscite pas justement les mêmes qualités. C'est le dernier chapitre du fil de l'été, le politique et le soldat. Au politique, le soin de courtiser l'opinion, l'art de séduire, la nécessité de feindre ou de flatter les passions. Au second, les qualités de puissance, de rigueur et d'action. Donc on pourrait être tenté de dire que finalement le général de Gaulle tient un discours assez classique finalement, où il oppose les qualités traditionnelles du militaire aux qualités plus émollientes du politique. Mais pourtant, je voudrais nuancer cette idée. On retrouve aussi finalement dans l'idée du général, dans la pensée du général de Gaulle dès les années 20, et surtout à partir du moment où il va entrer en lutte pour les blindés, une idée aussi, c'est que l'armée est foncièrement conservatrice, que l'armée est profondément conservatrice, et que le seul moyen finalement de faire changer l'armée, c'est un pouvoir politique fort, tout simplement. Il l'écrit en 1929, l'armée est réfractaire au changement, donc elle a besoin d'un maître, le pouvoir politique, je cite, indépendant dans ses jugements et irrécusable dans ses ordres. Voilà. Donc finalement, il y a besoin d'un politique fort, ne serait-ce que pour faire fonctionner justement de manière cohérente cohérente le rapport entre le politique et le militaire. La référence justement que très fréquemment le général invoque, c'est le rapport entre Lazare Carnot et Hoche.
un général qui finalement a la confiance, est couvert en quelque sorte par un politique qui peut le défendre, mais qui en échange évidemment lui demande des résultats. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Je serais tenté de dire que là, le général distingue en quelque sorte le cadre des pratiques. Et il me semble que finalement, à plusieurs reprises, il a tendance à dire ce qui fait justement que ce rapport entre le politique et le militaire ne fonctionne pas, c'est déjà, premier point, parce que le pouvoir politique n'applique pas le cadre constitutionnel qui lui est donné. La Constitution de 1875 donne un vrai rôle de décision au président de la République. Simplement, cette Constitution, depuis la Constitution Grévy de 1877, elle n'est tout simplement pas appliquée. Et du fait que justement le pouvoir politique est faible, du fait qu'il privilégie finalement peu d'hommes de décision, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il voit un homme qui lui semble incarner l'autorité, Tardieu qu'il appelle l'enfant de Clémenceau par exemple, et bien évidemment il va tenter de le joindre, de s'agréger justement à lui. De fait justement que le pouvoir politique est faible, il a tendance à privilégier des chefs militaires, je cite, vieillis et plus recommandables par leur expérience que par leur enthousiasme. Le choix des carrières porte plus sur ce qui plaît que sur ce qui mérite. D'où la phrase du fil de l'épée, notre temps est dur pour l'autorité. Mais la dernière remarque que je voudrais faire, c'est que tu fais ce parallèle dans les années 30 entre le modèle de l'état-major et la modèle de la constitution du gouvernement. Si on repense à ce qu'écrit Durosel finalement sur Gamelin, sur la pratique politique de Gamelin, on aurait plutôt tendance à penser que c'est l'état-major, justement, tel que Gamelin le façonne, qui finit plus par ressembler au cabinet ministériel de la Troisième République, dans la mesure où la bureaucratie, justement, il devient une arme, notamment pour éliminer le général Georges, son principal ennemi, en 1939, il choisit avant tout de créer des structures byzantines, finalement, qui visent finalement à isoler le général Georges, donc, dans le cercle de décision. Je voudrais faire une deuxième série de remarques, cette fois-ci totalement différentes, donc sur la réforme de l'État et peut-être sur les parallèles qu'on peut faire entre la réforme de l'État des années 30 et plus tard, évidemment, la pensée gaulliste en matière constitutionnelle. La première, et ça renvoie à quelque chose que tu avais écrit dans un ouvrage dirigé par Odile Rudel et Serge Bernstein, donc le modèle républicain, c'est qu'effectivement, on peut peut-être faire un parallèle entre la crise économique et la réforme constitutionnelle. C'est-à-dire que c'est l'époque, finalement, les années 30, où on pense à élargir le rôle de l'État dans la décision économique, où justement on pense à la planification. C'est essentiellement parce que les compétences s'élargissent, justement, qu'il y a cette nécessité d'un vrai pouvoir de décision, tout simplement. Mais le second point, finalement, c'est que la réforme de l'État, comme tu l'as également écrit, ça relève finalement d'objectifs différents. Tu as parlé du renforcement de l'exécutif, avec notamment tout ce travail de renforcement de la présidence du Conseil, mais également le droit de dissolution, la rationalisation aussi du travail parlementaire, avec notamment la modification du règlement des chambres, la lutte contre les commissions permanentes qui se conduisent en contre-ministère, mais il y a aussi d'autres aspects qui finalement ressurgissent plus tard, qui posent question. Le premier, c'est la représentativité des intérêts particuliers, et en particulier le Conseil économique, justement, dans la décision. Tous les projets de réforme du Sénat, notamment, d'en faire une espèce de chambre des entreprises et des syndicats, apparaissent dans les années 30. C'est quelque chose qu'on retrouve en 58, dans la mesure où le Conseil économique et social est une institution très importante, justement, pour le général de Gaulle, c'est ce fameux lien, justement, avec la société civile. Et enfin, le dernier débat qui, finalement, est peut-être le plus paradoxal, qui apparaît dans les années 30, c'est la question, tout simplement, du mode de scrutin. On voit apparaître, à ce moment-là, notamment chez Reynaud, la volonté de défendre la représentation proportionnelle. Sortir du scrutin d'arrondissement. Et pourquoi sortir du scrutin d'arrondissement? Pour libérer justement les députés de la pression finalement des élus locaux, pour nationaliser en quelque sorte le débat. Donc finalement ce paradoxe que
en 1958, eh bien, reviennent au scrutin majoritaire de circonscription, alors que c'est précisément ce que dans les années 30, on hésitait peut-être à supprimer ou à réformer. Voilà, toute une série de remarques peut-être un petit peu désordonnées. Allez, Nicolas, Oui. vous essayez. Merci beaucoup, Frédéric. D'abord, la première série de remarques, donc le rapport entre le pouvoir militaire, le pouvoir politique. Bon, ce sont des choses assez compliquées. Pour compléter ce que j'ai dit dans l'exposé, et dans le moment 1911-1913, ce moment qui donne un pouvoir considérable à Joffre, il y a aussi un décret qui tente, mais de manière assez abstraite, en lançant juste des termes, des mots, mais on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir derrière. C'est un décret qui donc définit qu'il y aura d'un côté la conduite de la guerre et de l'autre côté la conduite des opérations. Oui. Alors quand on voit ça, on se dit bon bah c'est super, c'est clair, c'est pédagogique. Il y aura donc le pouvoir politique qui commande le militaire en dernière instance, mais les opérations seront sous le commandement d'un militaire. Finalement, c'est logique, c'est parfait. Le politique s'occupera des buts de guerre, de l'organisation générale. Le militaire, évidemment, est un spécialiste du combat, donc il dirige la stratégie, la tactique. Or, en fait, tous ces schémas se sont avérés complètement... c'est une coquille vide, justement, sans pratique. Se sont avérés complètement faux pendant la guerre. Parce que, par exemple, dans la période forte de Joffre, jusqu'en 1916, le grand quartier général fait par exemple de la diplomatie. Oui. Il fait de l'administration. Il fait des tas de choses. Et, comme le dit Joffre dans ses mémoires, bien sûr pour se dédouaner un peu, il dit qu'en fait, s'il a reçu du ciel une dictature, c'est en raison de la faiblesse du pouvoir politique. Donc, la conduite de la guerre était un mot d'ordre qui n'a pas trouvé la bonne personne ou le bon organe, si je puis dire, du côté politique, en 1914. Et il a fallu improviser. C'est pour ça qu'il y a soit la tendance Poincaré, on essaye de faire du président de la République le conducteur de la guerre, ça ne marche pas, ou bien la tendance Ribaud-Painlevé, Borel, on met tout sur le président du Conseil. Mais est-ce que ça fonctionne avec Clémenceau? Et ça fonctionne plutôt bien avec Clémenceau, mais c'est pas non plus durable. Parce qu'en fait, le dispositif Clémenceau, il tient à la personne, à la personnalité, à sa popularité, donc la légitimité dans l'opinion. Et ça disparaît après la guerre. Donc finalement, après la guerre, on se retrouve sans beaucoup de capacité à tirer les leçons de la guerre. On ne sait pas exactement ce que l'on peut faire. Donc cette affaire reste encore très floue. Et les hésitations, elles existent aussi chez De Gaulle. Et tu as raison de dire que chez De Gaulle, il y a une hésitation entre le schéma simple et rassurant, à savoir, il y a un pouvoir politique qui prédomine, qui commande le pouvoir militaire. Et finalement, un général courageux, vaillant, pourra, et il espère cela pour lui-même, pourra se signaler, pourra entrer dans les livres d'histoire en gagnant une bataille. Donc le militaire et le politique sont séparés. Mais ce schéma ne correspond pas au schéma de la guerre moderne. Voilà. La guerre moderne, c'est commander des armes, de l'armement. Donc si on commande de l'armement, il faut un pouvoir qui dirige, mais il faut faire appel à les entreprises privées et il faut faire appel à des militaires pour que les militaires disent quel type de cartouche ou quel type d'obus ils veulent avoir. Donc l'expérience de la Première Guerre mondiale, en fait, invalide les schémas sur lesquels reposait la pensée républicaine traditionnelle, et y compris la pensée conservatrice, tu as raison de ce point de vue-là, la pensée conservatrice militaire traditionnelle, où en gros les militaires peuvent faire la guerre. En gros, le politique délègue la guerre aux militaires, les militaires font des batailles, ils gagnent des batailles, et comme ça, ils entrent dans l'histoire. Bon. Ce schéma est complètement bousculé. Et la période de l'entre-deux-guerres est une période où on réfléchit à cette nouveauté, les solutions ne sont pas toujours très claires. Donc quand tu parles de Gamelin, oui, Gamelin c'est
c'est comme on le dit souvent, c'est un politique autant qu'un militaire. Mais les changements vont intervenir de manière plus spectaculaire, et cette fois-ci de manière plus claire, pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que moi, ce que je vois là, je ne vous ai présenté qu'une période, mais ce que je vois dans la suite de mon livre, dans le chapitre suivant, c'est comment, avec la Deuxième Guerre mondiale, la France libre, puis Alger, la France combattante, il y a là la possibilité de définir un nouveau type de pouvoir qui est, depuis le départ, par sa nature politico-militaire. En fait, pour faire une boutade, la grande chance de De Gaulle à Londres, c'est qu'il est pratiquement seul. Et oui, c'est la grande chance, c'est qu'il peut faire une expérience de type quasi constitutionnel, c'est-à-dire, en tout cas au sens organisé des pouvoirs, et il le fait sur la table rase, et sans beaucoup de contraintes au début. Et sans... C'est perçu comme une parenthèse par les politiques, tout ça, qui pensent que c'est juste... Oui, certes, ça ne va pas s'imposer, il va devoir partir en janvier 1946, certes, mais le modèle qui est mis en place, qui est politico-militaire, il y a un secrétariat général, Louis Jox, il y a l'épisode avec Giraud, qui est à mon avis aussi tout à fait décisif pour montrer quelle est la modernité. En gros, Giraud, c'est le militaire traditionnel, qui ne voulait pas de pouvoir politique, qui voulait jouer uniquement sa carte militaire, être un généralissime peut-être, mais un généralissime strictement militaire. Et précisément, la victoire de De Gaulle sur Giraud, c'est la victoire de la nouvelle conception, où le pouvoir politique est articulé au pouvoir militaire. Après la guerre, sous la 4ème République, ça redevient très compliqué. Le pouvoir politique lui-même se divise en plusieurs ministères pour commander les militaires. Donc c'est pour ça qu'il y a des retours en arrière. C'est comme l'histoire de la présidence du Conseil. Mais après 58, les réformes militaires, 58-62, là, met en place le système dans lequel on est depuis cette époque-là. Hein, le CEMA, le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major particulier, l'ensemble de la chaîne de commandement, et puis aussi le fait de penser le pouvoir politique comme un pouvoir opérationnel. C'est ce que fait De Gaulle en 58. Sa première préoccupation, c'est une préoccupation de terrain, puisqu'il va en Algérie. Donc c'est plus la pratique que la théorie qui définit le modèle. Oui, mais comme c'est une théorie de l'action, la théorie de l'action de De Gaulle, elle est très proche de la pratique.